Bonjour à tous, bienvenue pour la 11e édition des InnoTrophées, un concours d'innovation ouvert à toutes les startups iséroises et dont on va vous révéler le palmarès 2020 au cours de cette émission. À mes côtés, Angélique Jean, vice-présidente de la CCI de Grenoble, qui porte ce concours. Bonjour. Bienvenue à vous. En face de vous, Anne Budillon. Bonjour Anne. Bonjour. Anne, Grenoble Ecobiz, la CCI également, chef de projet des InnoTrophées, qui connaît sur le bout des doigts le palmarès que l'on va vous dévoiler dans quelques minutes. Deux partenaires également de ce concours, Cyril Brun. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire historique des InnoTrophées. Et puis Guy Julien, bonjour. Bonjour. Vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, en charge notamment de l'économie et de l'industrie. Ça tombe bien, parce que c'est deux domaines dont on va parler au cours de cette émission. Les InnoTrophées qui ont été créés en 2010, c'est donc la 11e édition cette année, un événement donc porté par la CCI. Angélique, c'est quoi l'objectif de ce concours ? La mission de la CCI est l'animation économique du territoire et donc le but étant de bien sûr promouvoir ces entreprises. Les InnoTrophées nous donnent l'occasion justement de valoriser ces entreprises au travers des innovations dont elles sont porteuses. Donc c'est une belle occasion de les mettre en avant et donc on est ravis de pouvoir le faire aujourd'hui. Alors ce n'est pas le seul concours, Anne, dédié à l'innovation, mais celui-là, il a quelque chose d'un peu particulier quand même. Effectivement, c'est un concours dédié à l'innovation, mais comme le disait Madame Jean, il a plusieurs objectifs qui sont de sourcer les projets innovants, de les accompagner et de les valoriser. Et la spécificité de ce concours, c'est qu'il est organisé donc par l'équipe Ecobiz de la CCI de Grenoble, qui est le service réseau. Et notre expertise, notre ADN métier, c'est vraiment de mettre en relation les acteurs du territoire pour détecter ensemble, valoriser et accompagner ces porteurs de projets. Donc tout au long de l'événement, nos 32 partenaires économiques, institutionnels, les incubateurs, les pépinières, sont impliqués avec nous à chaque étape du projet. Et on y a induit un petit peu ce qu'on appelle la sauce Ecobiz, c'est-à-dire toute une partie réseau, avec des moments où chacun des membres de jury peuvent se rencontrer entre eux, raconter leur expertise, partager leurs regards croisés, dans le but de vraiment avoir un échange et créer des collaborations et des synergies sur le territoire, de faire des ponts entre les industriels et les projets émergents. Vous évoquez les partenaires, il y en a beaucoup aussi qui se fédèrent autour de ce concours. Oui, on a plus de 32 partenaires qui sont impliqués à nos côtés. Je profite d'ailleurs de l'émission pour les remercier vivement, parce que c'est vraiment grâce à eux que l'événement connaît ce succès. Comme je disais, ils sont vraiment impliqués à nos côtés, que ce soit pour sourcer les dossiers, pour inciter les porteurs de projets à concourir, pour les valoriser. Et ensuite, c'est eux qui vont remettre des dotations et proposer leur accompagnement aux côtés de la CCI et de nos autres partenaires. Alors, normalement, les InnoTrophées, c'est aussi un moment convivial, remise de trophées en salle, en public, avec un peu de monde. Évidemment, cette année, l'événement n'a pas pu se tenir comme il a lieu habituellement, mais il se déroule ici sur ce plateau de télé, Angélique. On vous remercie d'ailleurs de nous recevoir et de permettre justement de mettre à l'honneur donc ces entreprises, de pouvoir le faire par le biais de vos canaux. C'est vrai que d'habitude, elle est organisée un peu différemment, mais c'est une très belle occasion également, et je pense que ce sera très porteur pour ces entreprises également d'être à l'affiche et d'être dans cette émission et de pouvoir développer donc leurs projets face à vous. On aura dans quelques instants les lauréats de cette 11e édition qui viendront expliquer leurs innovations dans des domaines assez variés. L'écosystème grenoblois est très riche en la matière. Il y a beaucoup de candidats potentiels. Je crois qu'à la Banque Populaire, on n'hésite pas à qualifier le bassin grenoblois de petite Silicon Valley. J'ai entendu ça. Oui, il nous manque le soleil californien. mais en tout cas, oui, effectivement, je vous confirme qu'à l'horizon d'Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble est vraiment une pépite sur l'innovation. Preuve en est la qualité des lauréats qu'on va découvrir dans quelques minutes. Mais effectivement, il y a 5 pôles de compétitivité qui s'expriment au sein de Grenoble sur les 14 pôles de compétitivité d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, pour nous, Banque Populaire 2 et Banque de l'Innovation, effectivement, cet événement est incontournable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on est partenaire
depuis le départ, depuis la 11e édition aujourd'hui, et on était là au premier jour, et on est ravis dans ce contexte singulier de rester partenaire aujourd'hui et d'être présent à vos côtés. Et merci à vous. Pourquoi c'est important? Alors, je demande à tous mes invités de couper le téléphone et moi, je ne l'ai pas coupé. Donc, c'est pas grave, on est en live. Pourquoi c'est important pour une banque comme la vôtre d'aller détecter l'innovation sur son territoire? Alors, je dirais qu'il y a 3 raisons majeures. La première raison, c'est que nous faisons partie de l'écosystème du territoire. Voilà, en tant que banque régionale, nous vivons ici, nous agissons ici, et l'épargne grenobloise est investie à Grenoble. Je crois que c'est important de l'avoir en tête aujourd'hui. Donc, en tant qu'acteur de cet écosystème, il est logique d'y participer à travers des actions comme celle-ci. Deuxième élément, la Banque Populaire, c'est la banque des entrepreneurs. Et je vous dirais tout type d'entrepreneurs, du start-upper à l'artisan, commerçant, jusqu'au patron de PME ou au patron de TI. On a cette force d'accompagnement et on pourra peut-être en parler tout à l'heure. L'accompagnement des start-up et des entreprises innovantes, on y a apporté un soin très, très particulier. Et puis le troisième élément, c'est que ça fait énormément de bien de penser à la suite. Et dans un contexte singulier comme aujourd'hui, je pense que ça parle à tout le monde. Je pense qu'on va passer un bon moment en voyant des entreprises qui ouvrent de nouvelles voies, qui sont non pas sur le coup d'après, mais quelquefois sur le coup d'après-après. Et en fait, on construit directement l'avenir de la région à travers le soutien à ces entreprises. Et puis pour la banque, on construit l'avenir de la banque à les accompagner parce qu'il suffit de voir quelques trajectoires de lauréats d'Innotrophée des années précédentes, Anne pourra en parler, qui sont absolument formidables avec des levées de fonds et des très très belles réussites. Donc voilà, on est fiers de pouvoir y contribuer et je pense qu'autour de cette table, on a cette fierté de pouvoir être un acteur de la trajectoire de ces entreprises. Vous évoquiez le contexte particulier de cette année 2020. Est-ce que ça a eu un impact justement sur les innovations, la capacité à produire des nouvelles idées? Alors, je ne voudrais pas paraître maladroit, mais l'innovation n'a pas connu le confinement. Voilà, ça c'est le premier élément que je souhaite dire, c'est que s'il y a un écosystème qui a continué à accélérer, qui a continué à avoir accès à des levées de fonds financiers, à des accompagnements financiers, c'est vraiment celui des entreprises innovantes. Tout simplement parce que, comme dans toutes les crises, la crise est un formidable accélérateur sur l'innovation et donc l'intérêt de tous les écosystèmes, des industriels, du monde financier et des accompagnants bancaires a vraiment été renforcé pendant cette période de Covid et vraiment par rapport à d'autres secteurs qui ont connu des vrais impacts, des impacts très forts, objectivement, l'innovation n'a pas connu le confinement. Des levées de fonds ont eu lieu, des accélérations se poursuivent et l'intérêt de certaines entreprises établies pour des startups qui écrivaient la page d'après a vraiment été très très important. Donc c'est une bonne nouvelle en tout cas dans un contexte effectivement très singulier. Comment vous les accompagnez, ces porteurs de projets innovants? Alors en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise innovante, en fait, elle vient voir son banquier. Imaginez, mettez-vous dans la peau d'un banquier quelques minutes en disant écoutez, moi j'ai pas de clients, j'ai pas de chiffre d'affaires et pour autant il faut m'accompagner. Voilà. Donc je vous prends cette image, mais elle n'est pas très loin de la réalité. Et donc la réponse est déjà dans cette posture. C'est que vous ne pouvez pas accompagner les entreprises innovantes comme les autres. Ça veut dire avoir une filière. Donc nous, on a créé une filière spécifique qui s'appelle Next, qui accompagne aujourd'hui 300 startups et qui a une approche particulière auprès de ces entreprises. Approche humaine. Donc ça veut dire que j'ai 10 chargés d'affaires entreprises qui sont dédiés à l'accompagnement des startups et qui savent non pas prendre peur quand quelqu'un dit je ne vais pas faire de chiffre d'affaires, mais pouvoir se dire asseyez-vous, on va regarder ensemble quelle est l'innovation que vous portez et comment vous allez demain faire du chiffre d'affaires. Donc des hommes et des femmes particulièrement formés à cet accompagnement, des dispositifs financiers spécifiques avec des différés sur le remboursement pour laisser le temps à l'entreprise de monter son modèle. Et puis l'autre élément, c'est d'être vraiment partenaire d'un écosystème. Nous, ce que l'on essaye de faire à la Banque Populaire auprès d'un start-upper, c'est de lui dire « Ok, on va parler de banque, mais on va surtout vous mettre en relation avec Tenerdis, avec Minalogic, avec tout l'écosystème, avec la Chambre de commerce, tout l'écosystème qui est là pour accélérer ce développement. » Voilà. On considère que notre rôle, au-delà du rôle du banquier,
c'est de faire rencontrer les bonnes personnes aux porteurs de projets. Et comme ça, vous êtes en phase avec la philosophie des Innotrophées. Alors, si l'innovation n'a pas été confinée, on ne peut pas en dire la même chose, Guy Julien, du reste de l'économie de notre région. Les collectivités ont dû se mobiliser, notamment Grenoble-Alpes Métropole, qui a cette compétence sur le territoire de l'agglomération. Oui, effectivement, dès le premier confinement, nous sommes vraiment mobilisés. Donc, c'était la fin du mandat précédent, parce que c'était notre devoir. Et on a bien senti que, notamment, les TPE allaient être en grande souffrance, plus peut-être que les plus grandes entreprises de l'industrie, par exemple. Et on a tout de suite réagi en mettant en place un certain nombre de mesures, comme le fonds d'aide aux TPE, qui était doté de 2 millions d'euros, comme les exonérations de droits de terrasse pour les commerçants et les restaurateurs, comme les exonérations de loyer pour les entreprises dans les locaux métropolitains et on peut parler par exemple du tarmac, mais aussi des annexes des satellites de la métropole. Aussi également, on peut parler du fonds d'aide à l'investissement. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on n'est pas hors sol dans cette mesure, parce qu'on a beaucoup de dossiers de demande d'aide à l'investissement des commerçants et des restaurateurs qui finalement, et c'est un peu dans l'esprit de l'innovation qui vient d'être décrit tout à l'heure, qui se projettent sur l'avenir et qui se disent, pendant ces temps de fermeture, on va réaliser des travaux, etc., pour améliorer l'accueil. Voilà. Donc, ça, c'est le volet, j'allais dire, très réactif. Et aujourd'hui, on travaille sur un plan de relance métropolitaine et notamment sur la commande publique qu'attendent notamment, par exemple, la Fédération du bâtiment, qui est très inquiète, et qu'on a reçu, qu'on a rassuré avec le président Christophe Ferrari. On a un programme d'investissement extrêmement important dans les 2 ans à 3 ans qui viennent. Un tissu économique, en tout cas local, qui peut s'appuyer sur les collectivités solides. C'était donc assez naturel que Grenoble-Alpes Métropole soit partenaire d'un concours comme celui-ci. Oui, alors, effectivement, l'innovation, j'ai envie de dire, c'est dans l'ADN de la métropole depuis très très longtemps. Et si aujourd'hui Grenoble sort du lot sur Auvergne-Rhône-Alpes, c'est pas pour rien, c'est qu'on y a toujours été attentif. Donc on est partenaire depuis le début sur le Trophée de l'industrie et depuis 2017 sur le Trophée de l'économie sociale et solidaire qu'on a créé ensemble avec la CCI. Parce que ce trophée-là, ce volet-là de l'économie est aussi un volet important de l'économie sociale et solidaire. Je rappelle, c'est 10% des emplois de la métropole, donc c'est environ 22 000 emplois. C'est des emplois qui sont locaux, qui sont en général pas délocalisables. Et on est là aujourd'hui avec cette crise sanitaire et cette réflexion qui est portée sur l'évolution de l'économie, sur la transition de l'économie, mais aussi sur la résilience de l'économie. L'ESS est un levier pour travailler sur la résilience de l'économie. Oui, il y a beaucoup d'initiatives d'ailleurs dans ce secteur, sur toute l'agglo depuis de nombreuses années. Là, vous allez particulièrement remettre 2 prix à 2 lauréats de cette catégorie de l'économie sociale et solidaire, DABA et Explore Job. Voilà. Donc, juste pour dire qu'il y a aussi une vice-présidence à l'ESS qui n'est pas là aujourd'hui pour des raisons sanitaires et de contraintes présentielles. Mais évidemment, je l'associe à la remise de ce trophée. C'est Elisabeth de Burn. Donc, vous l'avez dit, on va doter de 2 000 € la société ABA et de 1 000 € la société Explore Job. Enfin, c'est le projet Explore Job, en fait, et c'est une association, c'est l'association de la valorisation de la découverte de tous les métiers. Voilà, nous expliquera tout à l'heure la représentante de cette association dans le détail ce que c'est que cette plateforme. Merci en tout cas à tous les 3 d'avoir introduit ce concours. Je dis tous les 3 parce que je vais garder Anne pour la suite. Elle a piloté l'édition 2020 des Innotrophées, donc elle va me permettre d'accueillir les premiers lauréats, puis nous expliquer un peu plus dans le détail, dans quelques instants, comment a fonctionné cette sélection. On a 2 partenaires présents sur le plateau. Il y a un parrain aussi cette année pour cette édition 2020, qui n'a pas pu être avec nous non plus. Nous aussi, on essaie de respecter les contraintes sanitaires et on ne peut pas avoir trop de monde autour de la table. Ce parrain, c'est l'entreprise Thales Trixel. S'ils ne peuvent pas être avec nous, ils nous ont quand même envoyé un petit message. C'est Laurent Chevalier, le responsable des partenariats chez Thales, qui nous livre quelques mots avant de retrouver les premiers lauréats. J'appartiens au groupe industriel Thales, bien connu pour ses activités liées à la défense, aéronautique ou spatiale.
moins pour son activité dans le médical. Nous parrainons cette année la soirée des Innotrophées, de par notre contribution à l'innovation, nos liens avec les startups locales. Thales est présent dans la région depuis 60 ans et à Moirans se trouve le plus grand site mondial dédié à la radiologie. Thales et sa filiale Trixel, seul fabricant européen, maîtrisent les technologies liées à l'imagerie médicale sous rayon X en lien avec le tissu industriel local, le CEA par exemple ou le CHU de Grenoble. Trixel conçoit et fabrique donc des détecteurs pour la radiologie, très utiles dans la lutte contre le Covid. Thales et Trixel développent de nouveaux produits, des logiciels de traitement d'images, source X à base de nanotechnologie, préparent le futur avec les big data, la connexion au cloud, l'intelligence artificielle pour de nouvelles applications au service du patient et de la santé. Merci à Laurent Chevalier, responsable partenariat chez Thales Trixel. Entre-temps, 3 lauréats nous ont rejoints sur ce plateau. Marion Scapin, bonjour. Bonjour. On parlera avec vous dans quelques instants de consigne zéro déchet. Marion Vial, bonjour. Bonjour. De plateforme rencontre entre jeunes et professionnels. Et puis Rémi Ischia, bonjour. Bonjour. Alors vous, ce sera du béton bois. On a amené quelques exemplaires sur ce plateau. Anne, chef de projet de ces Innotrophées, est restée pour nous expliquer un peu comment s'est fait justement cette sélection. On évoquait une 50aine de dossiers cette année. Il y aura 7 lauréats récompensés aujourd'hui. Comment ça s'est passé la démarche entre les candidats et les élus, les heureux élus? Alors effectivement, 2020 a été un bon cru, comme ça a été souligné. Les entrepreneurs innovants n'ont pas chômé en 2020. Si ça a changé quelque chose en termes d'organisation, parce que d'habitude c'est un événement qu'on célèbre au mois de juin, là cette année on s'est adapté. Voilà, donc on a quand même réussi à maintenir cet événement. On a 50 dossiers qui ont été présentés dans les 4 catégories, donc que sont l'ESS, l'industrie, la start-up technologique et la société de services performance à l'entreprise. Ce qui sert aussi à montrer que l'innovation, elle est partout et elle est dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on a choisi ces 4 catégories. Donc vraiment, les 50 candidatures, elles étaient vraiment dans les 4 catégories. Sur l'ensemble des catégories. Voilà, exactement. Ça a été difficile de les départager parce que 2020 était un excellent cru. Ils se sont vraiment mobilisés et les débats étaient animés dans les jurys parce que les sujets sont très divers. C'est-à-dire qu'il y a de la santé, du bien-être, du sport, du tourisme. Il y en a pour les geeks, pour les animaux. Il y en a pour l'écologie, il y a de l'économie circulaire, il y a de l'emploi. Enfin voilà, les thématiques sont vastes et c'est vrai qu'on voudrait pouvoir accompagner, soutenir tous les projets. Mais voilà, c'est un concours, il faut les départager. Pour ce faire, on a plusieurs regards croisés d'experts. On est aussi accompagné par les incubateurs, par le Tarmac, Linxium, Minalogic, qui ont aussi une très bonne connaissance de l'écosystème et qui nous aident aussi à détecter les porteurs de projets. Ils connaissent ce qui se passe dans l'écosystème. Donc, on a réussi à lauréatiser 4 vainqueurs et on avait le souhait quand même de mettre en lumière d'autres projets. Donc, on a créé des catégories coup de cœur. Voilà. C'est pour ça qu'on aura 7 lauréats. Exactement. Mais on tient vraiment à saluer aussi les 50 candidats qui ont postulé. On les remercie vivement pour la qualité de leur candidature, la confiance qu'ils nous ont fait. Et c'est vrai que d'habitude, on organise une soirée à la CCI, on a 200 personnes, on fait vraiment une soirée réseau où tout le monde peut se rencontrer et où tous les nominés peuvent pitcher. Voilà. Cette année, c'est pas possible, mais on est déjà très heureux de pouvoir être sur Télé Grenoble et présenter les lauréats, mais voilà, on voulait quand même le dire. Le pitch, pour ceux qui ne connaissent pas cet exercice, ça consiste en quoi? Alors le pitch, ça, faudra demander aux entrepreneurs. L'exercice tant redouté. Le pitch, c'est la capacité pour un entrepreneur à présenter son projet de manière succincte, exhaustive et convaincante pour expliquer son projet, pour convaincre un jury, mais aussi pour trouver des collaborateurs, pour recruter, pour vendre. Enfin voilà. Donc c'est vrai que le pitch, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les entrepreneurs. C'était compliqué cet exercice, Marion et Marion, de pitcher en 2 minutes, je crois, un projet que vous avez développé pendant un temps beaucoup plus long? C'est sûr que c'est pas forcément évident. Déjà, il faut faire les exercices aussi. On a eu l'opportunité de partager une journée entière d'exercices avec les Innotrophées où déjà on monte sur scène devant un public sans forcément pitcher son projet. Donc déjà,
s'adapter à quelque chose qui est totalement improvisé. Et après, c'est vraiment en 2 minutes faire tenir l'essentiel de notre projet. Et nous, par exemple, on était 2 à pitcher lors du jury. Et c'est 1 minute par personne, donc c'est vraiment très, très restreint, quoi. Marion, qu'est-ce qui vous a motivé, vous, pour candidater à un concours comme celui-là ? Les Innotrophées, pour moi, qui suis à Grenoble depuis peu longtemps, je suis une grenobloise d'adoption, ça fait 5 ans maintenant que je suis ici. Ça fait 5 ans que tous les ans, j'assiste avec plaisir aux remises des prix des Innotrophées. Et ayant créé ma structure cette année, c'était évident pour moi de candidater. Et donc, je suis vraiment très contente d'avoir pu être lauréat cette année. Rémi, on s'attendait à gagner dans votre start-up quand vous avez candidaté pour les Innotrophées ? Non, on ne s'attend jamais à gagner, on espère gagner. Et on sait, et surtout dans le bassin grenoblois, que la concurrence est rude. Il y a, comme l'a rappelé Anne, il y a plein de belles start-up. J'ai eu l'occasion de discuter avec avec quelques-uns des lauréats. Et à chaque fois, les projets sont pertinents, sont intéressants. Ça attise la curiosité. Et du coup, on espère gagner, mais on ne sait pas si on va gagner. Le profil des candidats, Anne, qui participent à ce genre de concours, c'est quoi ? Des jeunes entrepreneurs qui sortent de l'école et qui veulent se lancer dans l'entreprise ? En fait, justement, on a tous les profils. C'est ça qui est vraiment très intéressant avec les Innotrophées aussi, c'est que ça va de l'étudiant entrepreneur à l'ingénieur en reconversion qui avait envie de donner du sens, qui a une idée un jour dans son garage et qui s'est dit « allez, j'y vais ». Et c'est vrai que c'est aussi cette impulsion-là qu'on veut donner avec les Innotrophées, c'est inciter l'esprit d'entreprise chez les gens, quoi. Et chez les femmes notamment, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément la catégorie la plus représentée chez les entrepreneurs. Figurez-vous que cette année, on avait quand même une très très bonne parité. C'est vrai qu'il y a quand même une bonne égalité de plus en plus. En tout cas, il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs qui se lancent. Et on en est bien content parce qu'elles sont tout aussi compétentes, motivées, pugnaces et méritantes. Un mot sur le jury. Qui a donc jugé et choisi les lauréats de l'édition 2020 ? Donc, comme je l'ai dit brièvement en début d'émission, c'est vrai qu'on s'entoure de partenaires économiques, institutionnels et d'incubateurs dans nos jurys. L'idée étant de bénéficier de leur expertise et de leur regard croisé pour détecter tous les critères de l'innovation. Donc il y a des profils très différents, on a des avocats, on a des experts comptables, on a le Tarmac, on a Linxium. Je ne vais pas pouvoir citer tout le monde, mais bon, il y avait la French Tech, on a aussi des experts médias, des journalistes. Enfin voilà, on est entouré de tout un pôle de compétences pour avoir plein de regards et choisir ensemble les lauréats. La bonne sélection, les lauréats. Exactement. On va les découvrir maintenant. Vous allez voir qu'effectivement, c'est varié et c'est des innovations qui nous permettent de nous projeter un petit peu vers le futur, ce qui est pas mal dans une année 2020 un peu compliquée, on va le dire comme ça. Et on va commencer par le premier trophée. Alors Guy Julien, qui était là avec nous il y a quelques minutes, vice-président de la métropole, insister sur l'industrie, parce que c'est vrai que quand on parle start-up, on pense technologie, service éventuellement, pas forcément l'industrie. On va démarrer cette remise de trophée avec vous, Rémi Ischia. Vous représentez une entreprise, une start-up industrielle. Vous allez nous parler de cet objet, ce matériau du béton bois ou bois béton, je ne sais pas dans quel sens. Béton bois. Qu'est-ce que c'est alors ? C'est comme un béton traditionnel, c'est du ciment avec du sable, du gravier et de l'eau. Et nous, on fabrique un béton de bois où on remplace le sable et le gravier par un granulat de bois. Alors c'est ces petits morceaux, alors, je ne sais pas si on voit bien à l'antenne, c'est ces petits copeaux de bois que vous incorporez donc, dans le matériau. C'est du bois qui vient d'où ? Qui vient de juste à côté. On a la chance d'habiter dans une région où il y a beaucoup de forêts. Et effectivement, le matériau a des caractéristiques qui en font un matériau très, très intéressant d'un point de vue écologique. Et on s'inscrit dans cette démarche-là et on source le bois dans les forêts avoisinantes. C'est un bois de récupération, vous appelez ça, je crois, de trituration ? De trituration, tout à fait. En fait, dans la sylviculture, dans l'exploitation de la forêt, il y a deux grands
catégories de bois, on va dire. Le bois d'œuvre qui sert à faire de la charpente, à faire des meubles notamment. Et puis le reste, le bois de trituration. Donc ça va être majoritairement les premières éclaircies dans les forêts pour laisser les arbres grandir. Ça va être les cimes des arbres quand on va venir récupérer toute la partie grume pour faire du bois d'œuvre justement. Donc voilà, c'est pas des déchets à proprement parler, mais c'est des bois de seconde catégorie, on va dire, dans l'exploitation forestière. Qui ont vocation normalement à servir dans quel type d'usage ? Historiquement, surtout à faire de la pâte à papier. Et puis maintenant, en grande partie pour faire du bois, ce qu'on appelle du bois énergie, des pellets pour le chauffage notamment, ou pour alimenter les turbines à biomasse de la région notamment, par exemple. Bon, aujourd'hui, donc, ça sert à faire des agglos, des morceaux de béton pour construire des bâtiments. Alors, vous assemblez ça dans la vallée du Grésivaudan. Je crois que vous avez une usine du côté du Sheila. Il y a un secret de fabrication, j'imagine, sur votre innovation ? Alors oui et non, il n'y a pas de secret de fabrication. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on commercialise le produit aujourd'hui, en dévoilant ces procédés de fabrication. En fait, le secret, il est issu du fondateur de l'entreprise et de son travail qu'il a réalisé pendant de nombreuses années en R&D pour mettre au point ce matériau. Il est dans la fabrication du granulat de bois, de ce morceau de bois qui rentre dans la composition du béton de bois. Alors, c'est pas à proprement parler une usine qu'on a, c'est plutôt, on va appeler ça un atelier. On a vu quelques images d'ailleurs. Exactement. On utilise ce matériau dans des principes constructifs en fait, pour fabriquer des murs ou des planchers dalles qui vont permettre de construire des bâtiments après. Et du coup, nous, notre business model, c'est de commercialiser une licence technologique auprès des préfabricants, des acteurs qui vont pouvoir fabriquer ces panneaux de planchers ou de murs dans des usines, ce qu'on appelle en hors-site. Et ces panneaux sont ensuite assemblés sur les chantiers. Donc on leur dévoile notre formule pour faire ce béton de bois et on leur fournit la matière première qui est la pièce maîtresse pour faire ce béton, pour avoir cette qualification sur ce béton de bois. Alors, je vous apprends rien, le bois, ça brûle, donc construire une maison en béton de bois, comme ça, moi j'ai quelques a priori. Oui, c'est contre-intuitif et pourtant le matériau affiche une excellente résistance au feu. Et d'ailleurs, sur les derniers tests qu'on a fait, ils finissent par arrêter le test parce que ça prend trop de temps et qu'il ne se passe rien. Non, on apporte justement une réponse qui est très importante pour le monde du bâtiment au niveau de la sécurité et de la résistance au feu. Donc c'est à la fois l'alliance de l'utilisation de matériaux biosourcés, le bois, mais en ayant aussi ce côté sécuritaire et cette absence de contraintes par rapport au feu. Je crois qu'il y a une soixantaine de bâtiments aujourd'hui qui ont été construits avec ce matériau. Je crois qu'il y a même une église en cours. Exactement, oui, tout à fait. Il y a une église qui est prévue là, qui devrait être construite d'ici à la fin de l'hiver. Et puis oui, un peu plus de 60 bâtiments en France et puis un petit peu en Italie aussi. On a débordé un peu de nos frontières. On en voit quelques exemples. Donc on voit bien les panneaux qu'on a fabriqués en usine et puis qui sont assemblés sur site, qui sont assemblés sur le chantier, en sachant que ça s'assemble très très rapidement. Pour assembler l'ensemble des panneaux d'une maison de 160 mètres carrés, il faut 2 ou 3 personnes, une grue et 7 ou 8 heures et c'est réglé. Et surtout à la fin, ce qui est la caractéristique unique, on va dire, de ce matériau, c'est à la fois d'être biosourcé, de présenter un bilan carbone négatif, fortement négatif, tout en étant structurel. Donc on peut construire n'importe quel type de bâtiment, même des bâtiments à étage avec ce matériau. Et une fois que ce bâtiment est construit, quand on analyse le bilan carbone complet de la construction du bâtiment, on stocke énormément de carbone dans ces bâtiments. Pour donner un ordre d'idée, une maison qu'on a construite très, très récemment, qui fait 120 mètres carrés, a permis de stocker 30 tonnes de carbone. Si elle avait été faite, il y a à la fois du béton de bois, bien évidemment, mais des fondations en béton traditionnel. Si cette maison avait été faite 100% en béton traditionnel, elle aurait émis entre 30 et 40 tonnes de carbone. Donc on amène un différentiel qui est très important et qui s'inscrit
bien au-delà même des objectifs ambitieux qui ont été affichés qui seront affichés par le gouvernement, de faire en sorte que le secteur du bâtiment soit neutre en termes de carbone à horizon 2050. Nous, on permet déjà dès aujourd'hui de stocker du carbone dans des bâtiments. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que quand on stocke le carbone dans les bâtiments, on le stocke pour des décennies. Un bâtiment, il n'a pas vocation à avoir une durée de vie de 5, 10 ou 20 ans. Il a une vocation à avoir une durée de vie très longue. Et puis en plus, le matériau est recyclable en fin de vie, ce qui permet de pouvoir conserver cette notion de puits carbone et de le réutiliser pour reconstruire de nouveau et conserver cette économie carbone qui aura été actée à un instant T et qui aura été actée par les arbres d'ailleurs au moment de leur croissance dans la forêt. Oui, c'est eux qui fixent le carbone. C'est eux qui fixent effectivement, le carbone. comme il y a du bois dans le béton, le carbone est resté bien prisonnier, il ne peut pas se dégager dans l'atmosphère. C'est donc un matériau d'avenir qui est dans l'évolution du moment où on cherche à avoir un développement vertueux. Donc j'imagine que pour votre entreprise aussi, il y a des perspectives de développement importantes. Tout à fait, on a des perspectives de développement importantes. Elles s'inscrivent dans cet avenir, vous avez parfaitement raison, et elles sont parfaitement identifiées déjà par les acteurs. On a été parfaitement identifié par les acteurs de la construction. On a énormément de demandes. Le secteur de la construction dans sa globalité était à la recherche de solutions pour s'inscrire dans l'évolution réglementaire qui est à venir, la RE 2020, et peiner à trouver des solutions qui soient à la fois pertinentes pour répondre à ces questions normatives et à la fois qui permettent de construire dans un coût marché, parce que avoir la solution c'est une chose, mais si le produit est 2 ou 3 fois plus cher que ce que les gens sont capables de payer, ça fonctionne pas, et du coup on apporte cette solution au marché, et du coup forcément ça ouvre des perspectives d'avenir. Eh ben, félicitations. On voit là d'ailleurs quelques images d'un autre concours d'innovation, le Forum 5i, qui a eu lieu au printemps dernier à Grenoble. Et vous avez été l'un des 2 grands prix de ce forum avec ce matériau. Et vous allez maintenant récupérer le trophée. C'est le premier de cette émission. Je vous invite, voilà, Rémi, allez le chercher. Vous ne trompez pas, il y en a 7. Il faut prendre le bon. Vous êtes dans la catégorie industrie avec ce produit qui s'appelle Lignoroc. La société, la start-up CCB. Bravo. Rémi, très joli d'ailleurs, en bois. En bois, c'est ce que j'allais dire. Vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas le passer dans le béton bois, celui-là. On ne va pas le broyer, vous inquiétez pas. On va le garder précisément. Bon, bravo à vous en tout cas. Et c'est vrai que l'industrie aussi, Anne, un peu amené des innovations assez surprenantes et dans l'air du temps. Tout à fait. L'innovation est partout. Elle est partout. Elle est aussi en face de nous avec 2 Marion. Alors, on va commencer par Marion Scapin qui va nous parler, alors pas de béton-bois, mais de petites boîtes en plastique. Vous les appelez les DABA. Je crois que c'est ça, Marion. En fait, vous avez une idée assez simple, mais qui fonctionne très bien aujourd'hui. Oui, alors en fait, on est parti d'un constat qui était que la vente à emporter, ça génère énormément de déchets aujourd'hui dans la restauration. On parle de plus de 2 millions de repas à emporter par jour qui sont commandés en France. Et tous les déchets qui sont liés à ces emballages jetables ne sont pas revalorisés, ils sont rarement recyclés. Quand ils sont compostables, ils sont rarement mis dans la bonne poubelle pour être compostés. Et ça demande aussi de l'énergie à produire. Donc partant de ça et partant du fait que la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été votée cette année pose des échéances, comme par exemple qu'en 2022, la restauration livrée à domicile devra se faire en réutilisable, et en 2023, c'est la restauration sur place. Donc tous les types de fast-food que vous connaissez bien vont devoir utiliser de la vaisselle et faire la vaisselle. Ça fait une révolution chez certains. Hein. Voilà. Je ne veux pas les citer, mais on les connaît. Mais du coup, en partant de ces constats-là, on s'est dit qu'il suffisait en fait de penser au réutilisable, de penser à faire la vaisselle. Et on s'est mis avec mon associée Caroline à accompagner les acteurs du territoire grenoblois pour passer du jetable au réutilisable dans la restauration emportée. Et donc pour les accompagner, vous avez imaginé ces petites boîtes qui sont donc consignées et qui servent d'un restaurant à l'autre pour les utilisateurs. Tout à fait, c'est notre première grande activité qu'on a pu lancer à partir de juin. En fait, le principe, c'est qu'on fournit donc ces boîtes qui sont des boîtes en verre made in France chez Luminarc.
Je confirme. Voilà. Ça sonne comme du bon verre. Plutôt solide et c'est totalement inerte, etc. On les fournit au restaurateur et le restaurateur en vente à emporter va pouvoir proposer à ses clients cette boîte réutilisable qu'on appelle le DABA à la place de l'emballage jetable. La première fois qu'il demande un DABA, le client va devoir payer une consigne de 5 € et ensuite il peut rapporter son contenant une fois qu'il a terminé son repas dans n'importe quel resto qui fait partie du réseau. Là, on voit d'ailleurs quelques images d'un reportage que France 3 Alpes vous a consacré il y a quelques semaines. Hein. Je disais, c'est une idée toute simple, mais qui arrive au bon moment. Et grâce, entre guillemets, à la crise sanitaire, c'est vrai que la vente à emporter n'a jamais été autant recherchée par les clients. Oui, tout à fait. Les restos aujourd'hui doivent se réinventer. On a eu beaucoup d'appels lors du premier confinement où on n'avait pas forcément pu répondre parce qu'on était en plein confinement, premier confinement où toutes les usines étaient fermées. Donc, par exemple, on n'arrivait pas à avoir nos contenants, chose toute bête. Donc, on était prêtes, mais pas prêtes. Et les restaurants qui faisaient que de la vente sur place ont dû se mettre à l'emporter. On voit bien que ceux qui ont commencé au premier confinement et qui continuent dans cette deuxième vague arrivent à avoir plus de volume qu'avant. Et pour vous donner un petit chiffre, tous les mois, on livrait entre 300 et 400 contenants à nos restos partenaires. Au mois de novembre, on n'a pas encore fini le mois de novembre et c'est plus de 750 boîtes qu'on a déjà dû livrer ce mois-ci. Donc pour nous, c'est beaucoup d'activités. Et ça fait, on a plus que doublé notre livraison de contenants en juste un mois, quoi. Vous avez combien de restaurants aujourd'hui sur l'agglomération qui ont intégré ce réseau ? On travaille avec une petite vingtaine de restaurants, on va dire, exactement 17. Mais dès la semaine prochaine, il y en a 2-3 qui arrivent. Donc, voilà. Comment vous les lavez, ces boîtes ? C'est chaque restaurateur qui gère après son stock ? L'activité qu'on a lancée aujourd'hui, tous les restaurateurs qui font partie du réseau lavent eux-mêmes les contenants. On a une deuxième activité qu'on a dû un petit peu décaler avec la phase de confinement, c'est le service de lavage, où là, on veut vraiment laver tout type de contenants, que ce soit pour des restos qui ont des trop gros volumes ou qui n'ont pas la place d'avoir une plonge, ou que ce soit pour du portage de repas à domicile, de la restauration scolaire, les traiteurs avec l'événementiel. On avait déjà commencé d'ailleurs avec l'événementiel et on a dû arrêter puisqu'il n'y a plus d'événements. Mais on va reprendre de plus belle en 2021 pour ce service de lavage et pour faire que le réemploi devienne une évidence sur le bassin grenoblois. Et je crois que dans les projets, il y a aussi plus près de nous, un développement d'une application mobile. Tout à fait. On est en train là, de travailler avec une équipe projet pour faciliter la gestion de la consigne pour les consommateurs. Le but de cette application mobile, c'est que les consommateurs puissent payer leur consigne directement à DABA via le téléphone mobile, qu'ils puissent aussi trouver un restaurant partenaire facilement grâce à la carte qui sera sur l'application mobile, avoir son impact de déchets évités, puisque DABA est quand même, notre envie, c'est d'avoir un impact positif sur le territoire, donc que les consommateurs aient envie de voir combien de déchets ils ont évités, et lié à tout ça, un système de récompense qui permettra, un peu comme la fidélité, de cumuler des points pour pouvoir avoir des récompenses quand on a évité beaucoup de déchets et qu'on est un bon utilisateur de DABA. Et bien voilà, la bonne idée au bon moment, et ça vous permet de remporter cet Inotrophée que je vais vous inviter à aller chercher, Marion, l'Inotrophée de la catégorie ESS, économie sociale et solidaire, donc pour DABA, qui sévit depuis quelques mois seulement sur l'agglomération, mais qui va certainement se développer dans les années à venir. Ça veut dire quoi DABA d'ailleurs, pour finir ? Ça veut dire boîte en hindi. En fait, pour la petite histoire, c'est les Dabawala, donc les livreurs de boîtes à Bombay, qui, en fait, depuis 130 ans, livrent les contenants tout cuisinés des femmes à la maison pour livrer dans les bureaux et sur les chantiers donc à Bombay. Et en fait, nous, pourquoi on s'est inspiré de ça, c'est pas parce que c'est la femme qui cuisine, loin de là, ça c'est l'histoire. Voilà. C'est plus pour le modèle de performance. C'est un modèle qui est étudié de partout dans le monde pour son incroyable efficacité et simplicité. Et c'est un vrai modèle pour DABA de vouloir faire simple mais efficace. Et ben voilà, simple et efficace, et un prix. Vous aurez notamment les 2 000 € de Grenoble Métropole dont nous parlait Guy Julien tout à l'heure. Juste un petit reproche, elles sont super vos boîtes, mais je pensais que vous me les amèneriez garnies. Mais bon, ça c'est peut-être pour la prochaine fois. Allez, on va rester dans le domaine de l'économie sociale et solidaire avec un autre projet qui a vu le jour ces derniers mois. Marion,
c'est le projet Explore Job. Vous avez démarré d'ailleurs, je crois, fin avril, pendant le premier confinement. En plein confinement, exactement. Quelle drôle d'idée. Ça nous a bien occupés, effectivement. Oui. Alors, en quoi ça consiste, Explore Job? Alors, Explore Job, c'est une plateforme collaborative pour la découverte de tous les métiers. On propose à toutes les personnes qui sont en recherche d'orientation ou de reconversion professionnelle, donc des collégiens, des lycéens, des étudiants, des jeunes qui sont sortis du système scolaire également, des professionnels qui sont en reconversion ou des personnes en recherche d'emploi, de prendre un rendez-vous en ligne via la plateforme pour contacter un professionnel qui, lui, est bénévole et qui a envie de parler de son métier et de témoigner de son parcours. On se dit qu'effectivement, qui de mieux qu'un professionnel, finalement, pour témoigner de son métier et faire connaître la réalité d'un métier avant que cet explorateur puisse s'engager dans cette voie-là. Vous êtes une sorte de club de rencontre, finalement. Oui, c'est ça, un club de rencontre. Alors parfois on a des mythiques, mais finalement c'est le principe. On met en relation des personnes qui autrement ne se seraient peut-être pas rencontrées. Quels sont les explorateurs ciblés? C'est les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi? Oui, c'est vraiment très large. Dès la quatrième, en fait, on commence à parler aux collégiens. Bien avant d'arriver sur le marché de l'emploi. Et oui, parce qu'en fait, l'orientation, ça commence très tôt, de plus en plus tôt. Et donc, on permet à ces très jeunes de commencer à découvrir des métiers via la plateforme. Et comme je disais, ça s'étend donc à des étudiants, bien sûr, et encore une fois, après des adultes qui sont en reconversion ou en recherche d'emploi. Les métiers évoluent en permanence, notamment ces dernières années. Je crois que la moitié des métiers que exerceront les écoliers aujourd'hui n'existent pas encore. Ça donne aussi l'obligation pour vous de vous renouveler, d'être en veille un petit peu sur ces nouveaux métiers? C'est indispensable. De toute façon, notre métier, quelque part, c'est vraiment d'aller chercher des professionnels pour qu'ils s'inscrivent sur la plateforme, pour qu'ils témoignent ensuite de leur métier. Donc, ce sont les professionnels qui sont les premiers témoins des évolutions de leur métier. Donc, ils peuvent très facilement en discuter avec les personnes qu'ils reçoivent en rendez-vous. Les rendez-vous, d'ailleurs, se font soit en face à face, quand la situation sanitaire sera plus facile. Sinon, la visio ou le téléphone marche très bien. Et ces professionnels, justement, comment vous faites pour les motiver, pour les inciter à donner du temps à ce type de rencontre? Alors déjà, c'est quelque chose qui est très peu engageant pour eux, parce que c'est 1 heure de leur temps quand ils le souhaitent, quand ils sont sollicités par un explorateur. Et comment est-ce qu'on va les chercher? Il y a plusieurs façons de le faire. On a des gens qui sont vraiment bienveillants, qui sont très altruistes et qui se disent, effectivement, l'orientation, c'est quelque chose d'important et j'ai envie de m'impliquer là-dessus pour aider les autres. On va avoir des entreprises, des dirigeants d'entreprises qui vont encourager leurs collaborateurs à s'inscrire sur la plateforme parce qu'en parlant de leur métier, ils parlent forcément de leur entreprise. Et derrière, on se rend compte que les rencontres qui sont générées par la plateforme débouchent bien souvent sur une proposition de stage, d'alternance ou d'emploi. Quelque part, on crée la rencontre entre 2 individus et c'est ça qui est très enrichissant, c'est que finalement, cette rencontre, elle débouche sur des très très chouettes échanges par la suite. Je crois qu'il y a plus d'ailleurs de professionnels inscrits sur la plateforme que d'explorateurs. Pour le moment, effectivement, parce que vous l'avez dit, donc on a lancé la plateforme le 29 avril de cette année. Et c'était indispensable pour nous d'avoir une base de données de professionnels suffisamment fournie avant de l'ouvrir au grand public de ce qu'on a appelé nos explorateurs, pour qu'évidemment, quelqu'un qui vienne chercher un plombier, un chauffagiste ou je ne sais quoi, ou un architecte, puisse le trouver sur Explore Job et puis puisse prendre un premier rendez-vous avec lui. Alors, vous êtes sous forme associative, ça n'empêche pas qu'il faille quand même vivre. C'est quoi le modèle économique? J'imagine que les jeunes qui vont sur la plateforme, l'accès est gratuit? Absolument, c'est entièrement gratuit pour les explorateurs. Les professionnels sont, eux, bénévoles. On est effectivement une association reconnue d'intérêt général. On est en train de monter conjointement à cette association une SAS, toujours dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Et nos sources de financement, elles sont diverses. En fait, donc, en tant qu'association, on est aidé par du mécénat d'entreprise, par des subventions de collectivités territoriales, notamment les régions qui ont récupéré la compétence de l'orientation. On travaille également avec des maisons pour l'emploi qui ont envie de dynamiser leur territoire au niveau des rencontres entre les entreprises et les jeunes et personnes en recherche d'emploi qui vont utiliser notre plateforme pour dynamiser tout ça. Et puis la 4e chose, c'est vraiment, on propose à des entreprises de faire la promotion de leur marque employeur via la plateforme. Donc en faisant inscrire leurs collaborateurs, comme je le disais tout à l'heure, les entreprises arrivent en fait à sourcer des candidats de façon un peu différente, ce qui permet surtout de diversifier vraiment les profils des candidats qui vont intégrer par la suite l'entreprise.
Et ben voilà, ça s'appelle Explore Job. Ça a quelques mois d'existence. On lui souhaite un long développement. Marion, c'est le coup de cœur de cette catégorie ESS. Donc voilà, vous allez vous plier à l'exercice d'aller chercher ce trophée 2020, les Inno-Trophées. Voilà, je ne sais pas s'il y a le métier de designer de trophées dans votre banque de données. Pas encore, on demandera le contact. Il faudra demander le contact à Anne, parce que c'est vrai qu'ils sont très jolis, les trophées. Je ne sais pas si chaque année c'est en bois comme ça, mais... Alors déjà, du coup, on va saluer le travail de mes collègues de l'équipe communication de la CCI de Grenoble qui sont à la création du trophée. Alors, on les félicite. Et effectivement, nous aussi, on innove à notre façon. Et donc, on s'est dit qu'un trophée en bois, pour honorer le caractère éco-responsable aussi de l'innovation, c'était une bonne chose. L'année prochaine, pourquoi pas faire en béton-bois. Là, ça sera encore plus innovant. Et puis, si jamais, par malheur, le trophée tombait dans la cheminée, on a compris qu'il ne brûlerait pas. Donc, ce qui peut être pratique. Merci en tout cas à tous les quatre, Anne, puisqu'on va accueillir pour le dernier plateau les 4 derniers lauréats. Donc, je vais me débrouiller tout seul avec eux. Ce seront les lauréats des catégories technologie et services aux entreprises. On les accueille dans quelques instants. Voilà, quelques secondes seulement pour changer de place. Ils sont très rapides, nos start-upers de l'édition 2020 des Inno-Trophées. Vous suivez cette remise de trophées qui exceptionnellement se déroule dans un studio de télé, le nôtre en l'occurrence, pour respecter les contraintes sanitaires du moment. Si vous voulez plus d'infos sur cet événement, vous pouvez aussi aller sur le site innotrophée.fr avec les infos et pourquoi pas d'ailleurs les prochaines pour l'édition 2021. Avec nous, 4 lauréats, les 4 derniers de l'édition 2020. Nicolas Dantan, bonjour. Bonjour. On parlera avec vous tout à l'heure de géolocalisation en intérieur. Antoine Poussard, bonjour Antoine. Bonjour. On parlera de recrutement des saisonniers en station, c'est vraiment un sujet d'actualité. Gauthier Chicot est également avec nous. Bonjour. La culture du diamant avec vous, Gauthier. Et puis Rémi Perroni. Bonjour Rémi. Bonjour. On va démarrer avec vous. Vous êtes concourrier dans la catégorie start-up technologique avec un projet qui s'appelle Kaili Énergie, qui remporte donc le trophée cette année pour le développement d'un système de climatisation à faible empreinte environnementale. C'est comme ça que vous le présentez. C'est ça. Pour être précis, en fait, on se définit comme une alternative durable au système de climatisation. D'un point de vue plus technologique, on travaille sur des systèmes de rafraîchissement, mais c'est ça qu'on fait. Une clim classique, ça fonctionne comment ? Alors c'est d'un côté, on comprime et on décomprime des fluides frigorigènes, ce qui permet finalement de transférer la chaleur du bâtiment à l'extérieur. Nous, on travaille sur quelque chose d'un peu différent. Finalement, on évapore de l'eau. Et cette évaporation d'eau, un peu comme la transpiration, finalement, permet de perdre des calories. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, j'imagine que le fait de ne pas utiliser ces fluides, ça rend votre produit un peu plus écolo, on va dire, que les clims qui ont mauvaise réputation, on peut le dire, en termes d'environnement. Qu'on le veuille ou non, finalement, ces fluides frigorigènes, ils finissent par quitter la climatisation en cas de panne, en fin de vie, en cas de problème. Et ces fluides frigorigènes, finalement, ils ont un pouvoir de réchauffement qui est assez important. Et c'est pas terrible pour la couche d'ozone ou pour tout simplement l'impact carbone. Nous, on a le mérite de ne pas en utiliser. Je crois que c'est une idée que vous avez eue lors d'un voyage en Inde. Oui, en fait, moi j'ai passé de 2014 à 2017, je vivais en Inde. Ouais, c'était un long voyage. Ouais, un long voyage, voilà. Et la première chose que j'ai fait en arrivant là-bas, c'est d'acheter un climatiseur. Et il se trouve que mon voisin de palier, à l'époque, il n'avait pas les moyens d'avoir un climatiseur, il avait ce qu'on appelle un cooler. Donc c'est une grosse boîte en paille dans laquelle on fait passer de l'eau avec un grand ventilateur, on arrive à refroidir un petit peu l'air. Et ça marchait pas trop mal, ça consommait très peu d'énergie. Par contre, c'était assez encombrant et le pouvoir de rafraîchissement n'était pas énorme. A contrario, ma clim, elle marchait très bien, mais j'avais un gros bloc froid sur mon balcon et j'avais des factures électriques démentielles. Donc c'est un petit peu avec cette frustration qu'est né le projet Kaili, en voulant concilier finalement l'efficacité de ma climatisation de l'époque et aussi finalement la simplicité de ce cooler-là. Ouais, vous avez mixé les avantages des deux systèmes pour en faire un... Disons qu'on a amélioré le principe du rafraîchissement adiabatique pour ne pas augmenter l'humidité de l'air de la pièce et aussi pour descendre plus bas en température. C'est un marché énorme, le marché de la climatisation dans le monde, peut-être pas en France, mais il y a des pays qui l'utilisent
énormément. Quand on a une idée comme ça, innovante, un peu révolutionnaire, comment on fait pour se protéger déjà dans un premier temps ? Alors, il y a plusieurs questions. Pour se protéger, on utilise de la propriété intellectuelle. Donc, on pose des brevets. Il y a des choses il y a beaucoup de savoir-faire, mais aussi des brevets qui nous permettent d'avoir finalement des barrières concurrentielles fortes. Et pour plus sur la conception, l'idée, finalement, on s'entoure de gens qui sont plus compétents que soi pour travailler sur la technique. Aujourd'hui, vous en êtes où du développement de votre produit ? On a eu la chance déjà d'intégrer Linxium en candidature exogène, donc on arrive avec une bonne idée en disant écoutez, aidez-nous, on a une super idée mais on manque de moyens, donc ils ont cru en notre projet, donc on a pu grâce à cet argent finalement nouer un partenariat de recherche avec un laboratoire public, le LOCI à Chambéry, ce qui nous a permis de travailler sur des preuves de concept principalement. Donc aujourd'hui, on en est à la conception de la 3e génération de prototypes. On fabrique des prototypes. On a les premières générations montré que ce qu'on faisait marchait. Et là, on arrive sur des dimensions un peu plus innovantes, plus compactes, plus performantes, qui nous permet finalement de montrer que ce qu'on dit fonctionne. Vous n'en êtes pas encore au stade de la commercialisation du produit ? Ça prendra un peu de temps. Dans notre ADN, la R&D, c'est quelque chose qui est très fort. On travaille sur des niveaux de maturité qui sont multiples, mais on n'est pas encore à l'étape de commercialisation. On va d'abord passer par l'étape du prototypage final, passer d'un prototype de laboratoire à un prototype en conditions réelles. Ça, on devrait y arriver pour cet été, sur des projets un peu, sur des versions de prototypes un peu particulières. Et petit à petit, en fait, on essaye et on travaille pour monter ces niveaux de maturité, puis un jour arriver sur le marché. Vous cherchez des gens chez qui vous pourriez justement installer le genre de prototype qu'on voit là à l'image pour voir si ça fonctionne dans la réalité ? Vous faites bien de le demander. En fait, actuellement, on cherche des bêta-testeurs sur le bassin grenoblois. Donc l'objectif, c'est de fournir des pré-séries, des prototypes qui fonctionnent, mais qui n'ont pas forcément les caractéristiques d'un produit fini, donc qui sont un peu moins jolis, qui font peut-être un peu plus de bruit. Mais l'objectif, c'est de bénéficier de ce retour d'expérience sur une saison estivale pour comprendre en fait ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et pour pouvoir finalement améliorer ces petits défauts-là. Donc si jamais il y a des gens qui sont intéressés, je vous invite à aller sur notre site internet, tout est expliqué. Voilà, c'est Caeli Energy, C-A-E-L-I. Vous êtes installé à Mélan. Au tarmac, effectivement, oui. Ouais, si vous avez envie d'être au frais cet été, de servir une innovation locale, faut vous manifester auprès de Rémi. C'est votre premier trophée dans un concours d'innovation Alors, en fait, c'est tout nouveau. Là, c'est presque notre premier. Donc, cette année, on a eu la chance aussi de gagner les trophées Rotary de Grenoble. Mais ça y est, on commence à se rendre un peu public et à essayer de se faire connaître. Ouais. Bon, je vous invite, Rémi, à passer à l'étape finale, c'est-à-dire à vous lever et aller récupérer votre trophée. Il en reste 4 sur cette table. Bon, vous n'avez pas eu le droit à la musique, c'est pas grave. C'est pas grave, l'essentiel, c'est que vous soyez récompensé par ces InnoTrophées 2020. On reste dans les startups technologiques avec notre lauréat, puisque vous avez eu le coup de cœur, Gauthier Chicot. Avec vous, on va parler de dopage, mais en version diamant. C'est ça. C'est un domaine un peu particulier. Oui, c'est assez technologique. Et donc nous, en fait, on développe une solution à base de diamants semi-conducteurs, donc c'est du diamant synthétique, pour l'électronique. Pourquoi pour l'électronique ? Parce que le diamant, c'est reconnu comme étant un excellent semi-conducteur. Semi-conducteur qu'on connaît aujourd'hui, c'est le silicium, qui est utilisé à 99% pour toutes les applications électroniques. Et le silicium montre ses limites pour des applications exigeantes, donc tout ce qui est haute puissance, donc gestion de l'énergie électrique sur le réseau, et puis ça va jusqu'à la voiture électrique, et puis tout ce qui est application électronique en conditions extrêmes. Donc depuis quelques années, voire quelques petites dizaines d'années, on cherche des remplaçants au silicium pour ces applis-là. Et le diamant est un excellent candidat. Concrètement, on peut imaginer des composants en diamant qui fonctionnent à très haute température, là où tous les autres matériaux ont des performances qui se dégradent. Et surtout, nous, ce qu'on vise à terme, en fait, c'est une meilleure gestion de l'énergie électrique. Donc, on peut donner quelques exemples. C'est réduire les pertes de 95% sur le réseau électrique grâce à des composants en diamant, les pertes à la commutation. Réduire le poids, par exemple, des futurs avions hybrides de 1800 kg avec des composants en diamant qui seront beaucoup plus compacts, avec un système beaucoup plus compact autour. Donc, en fait, c'est des économies énormes. C'est autour d'$1 million d'économies de carburant à l'année. Sur un avion de ligne, et puis surtout charger par exemple un véhicule électrique en quelques minutes versus 1 heure dans le meilleur des cas aujourd'hui. Ce diamant que vous utilisez, il vient d'où ? Comment vous faites ? Alors justement, c'est le cœur de notre innovation. On n'a pas l'impression que ça traîne partout. Non, on synthétise du diamant, donc en fait on propose la matière première pour fabriquer les composants électroniques. C'est sous forme de wafer, donc c'est des galettes de diamant. C'est du diamant synthétique, on le synthétise en fait dans un réacteur, on appelle ça un réacteur, c'est une machine qui vient décomposer du méthane
Donc du méthane, c'est du CH4. Donc on vient décomposer le méthane. C'est exactement le réacteur qu'on voit ici, un des réacteurs qu'on utilise. Et ce méthane vient se décomposer en atomes de carbone et d'hydrogène. Et le carbone, qui compose principalement le diamant, vient se réarranger à la surface d'un germe. Et on fait pousser du diamant de cette façon-là. Donc on peut faire pousser des diamant. métaux précieux, notamment des diamants. Ouais. Ça fait depuis la fin des années 50 qu'on sait synthétiser du diamant. Alors maintenant, on sait très bien le faire. Et on sait le faire justement en venant le doper. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le doper, ça veut dire remplacer certains de ces atomes de carbone par d'autres atomes qui vont donner des propriétés conductrices au diamant. Donc en mettant plus ou moins d'atomes de bore, en l'occurrence on utilise du bore, on arrive à rendre le diamant plus ou moins conducteur. On peut aller de l'isolant jusqu'à une conduction qui est métallique et donc faire toutes les couches qui sont nécessaires à fabriquer un composant électronique. Donc votre secret de fabrication, il est là, il est dans le dopage, dans le dosage de ces éléments que vous rajoutez. Exactement, tout notre savoir-faire, il est là, il est sur la croissance du diamant en maîtrisant très bien justement les espèces dopantes qu'on incorpore et la quantité qu'on incorpore. Et puis on a aussi toute une facette, puisqu'on connaît très bien le matériau, on a aussi des brevets qui nous permettent de fabriquer des composants électroniques à partir du diamant, des wafers de diamant qu'on a. Et donc après, on les caractérise. Donc là, c'est ce qu'on voit, Juliette, qui caractérise des composants qu'on a fabriqués à partir de nos wafers en diamant. Oui, parce que ça reste des éléments très, très petits. C'est relativement petit et c'est un des gros avantages du diamant, c'est qu'on pourra faire passer beaucoup plus de courant dans des surfaces beaucoup plus petites que par rapport au silicium. Pour donner un ordre d'idée, les wafers de silicium qui sont utilisés aujourd'hui font 300 mm et on peut faire passer autant de courant dans un petit carré de quelques millimètres comme ça que dans un grand wafer de silicium de 300 mm. Donc c'est ce qui explique la compacité au final, entre autres. Et il y a l'intérêt aussi de fonctionner à haute température qui permet de limiter les systèmes de refroidissement au final. Ça fait au final, le système global, le convertisseur de puissance, il va être réduit d'un volume de 80% par rapport à un convertisseur qui utilise des composants en silicium. Bon, là aussi, comme pour Rémi, on sent qu'il y a un potentiel énorme derrière votre innovation. C'est plus des milliards que des millions d'euros. Comment vous voyez la suite? Vous en êtes où aujourd'hui du développement? Aujourd'hui, on est une entreprise relativement récente. On a créé la société il y a 1 an et demi. Après, il y a une trentaine d'années de R&D derrière qui a été faite au CNRS, à l'Institut Néel, plus précisément, un laboratoire de Grenoble. Donc on a 1 an et demi, on est 5 dans l'entreprise, donc on se développe bien, puisqu'au début de l'année, on n'était encore que 2 et on a constitué une petite équipe de R&D. Ce qu'on cherche principalement, parce qu'on développe, comme on le montrait sur les images, des prototypes de composants qui vont servir en fait de vitrine technologique à notre matière première, à notre matériau. Maintenant, on cherche à nouer des partenariats avec des industriels du secteur pour en fait accélérer le développement, donc faire du co-développement avec eux, puis accélérer l'adoption de notre technologie sur le marché. On arrive pas loin de Noël. Les diamants que vous faites pousser, ça pourrait aussi faire des jolies bagues ou pas? Alors c'est une question perso, mais c'est une bonne question. En fait, on connaît forcément le diamant parce que ça a de la valeur pour la joaillerie. Maintenant, ça a énormément de valeur aussi pour l'électronique, puisque c'est en train de changer. Ça apporte beaucoup de performance, alors qu'avant, les matériaux qu'on utilisait, c'était de la commodité, on va dire. Maintenant, on apporte de la valeur avec le matériau en lui-même et pas seulement avec l'architecture. Mais pour répondre maintenant plus concrètement, la techno qu'on utilise, les réacteurs, la machine qu'on a vue, il y a des gens qui utilisent ça pour fabriquer des diamants pour faire des bagues ou des choses comme ça. Il y a une start-up à Paris qui fait ça. Donc c'est pas, ils savent faire des plus gros diamants, mais par contre ils maîtrisent pas aussi bien le dopage et tout ce qui est propriété électrique en fait sur le matériau. Voilà, qui vous permettra d'aller conquérir d'autres marchés que celui de la joaillerie. Voilà. S'il y a encore quelque chose d'encore plus précieux que du diamant, c'est l'Innotrophée 2020. Et je vous invite, Gauthier, à aller le chercher. Il n'est pas en diamant, celui-là, il est en bois massif, mais un bois de chez nous, donc qui vaut son pesant d'or. Ouais. En être peut-être. Alors je sais que c'est pas le premier trophée que vous allez mettre sur l'étagère à Diamfab, puisque ça fait déjà quelques mois que vous êtes dans le collimateur de pas mal de concours comme ça, d'innovation. On mise beaucoup sur vous, en tout cas sur le territoire. Oui, on a eu déjà des reconnaissances en local. On a eu, comme Rémi le disait tout à l'heure, on a eu le trophée Rotary l'année dernière. Et puis après, on a eu une belle reconnaissance. On a gagné le concours iLab, donc un concours d'innovation au niveau national qui est organisé par la BPI et puis le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous a permis déjà d'avoir une visibilité assez importante au niveau national et puis surtout une belle dotation, un beau financement pour justement continuer nos activités de R&D puis assurer le transfert technologique en fait, du laboratoire dont on est issu vers la start-up. Et donc c'est ce qui nous a permis d'embaucher entre autres 3 personnes cette année et puis de mener à bien nos activités de R&D. Eh bien, à suivre donc Diamfab. Merci Gauthier. Je me tourne maintenant vers Nicolas Dantan. On reste dans
domaine des startups, mais avec plutôt orienté service à l'entreprise. Vous êtes un des 4 cofondateurs de Jyze. Alors, je ne sais pas si je le prononce Jyze, bien. c'est ça. Jyze. C'est écrit sur votre... Exactement. Voilà. J-Y-S-E. Jyze, ça veut dire quelque chose en particulier ou... Au départ, c'est les 4 cofondateurs initiaux, vraiment. C'était Jérôme, Yves, Simon et Eric. Et moi, je cherche toujours à avoir la puissance N pour Nicolas. Jyze, il faudrait peut-être adapter. C'est un projet qui a démarré en 2017. Oui, tout à fait. Oui. Alors, sur un principe plutôt de tout ce qui était visualisation d'objets connectés, donc de création de sites web pour visualiser des données d'objets connectés. Et dernièrement, on s'est recentré sur la géolocalisation indoor pour donc suivre des objets connectés, mais en intérieur. Alors, les objets connectés, ça ne parle pas forcément encore à tout le monde, même si ça se développe de plus en plus dans notre quotidien. Là, vous m'en avez amené un certain nombre. Alors, ça ressemble à des petites boîtes en plastique. C'est des émetteurs, récepteurs qui communiquent entre eux. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est important. Exactement. Et donc, nous, en fait, pour la géolocalisation indoor, qu'est-ce que c'est ? C'est, on va dire, le GPS, mais à l'intérieur, dans les tunnels, dans les endroits, dans les caves, on n'a pas forcément de GPS. Et donc, c'est compliqué pour retrouver la position d'un objet. Il faut imaginer, par exemple, une infirmière qui veut chercher un pouce-seringue. Eh bien, son pouce-seringue, peut-être qu'elle va perdre des fois une demi-heure à le chercher dans la journée parce qu'il n'est pas à l'endroit où il est. Ou un industriel qui a besoin de rechercher une perceuse pour vérifier sa conformité à chaque date anniversaire. Il a besoin de la retrouver, mais dans son entrepôt qui fait 15 000 m² avec plein de machines, des fois c'est difficile. Et c'est là où intervient la géolocalisation indoor. On va pouvoir, grâce à notre solution, mettre donc des petits objets sur les équipements qu'on veut suivre. Donc, sur la perceuse, par exemple, vous allez placer ça. C'est ça. Et on va pouvoir le retrouver sur un site internet ou sur une application pour pouvoir voir où il se trouve. Mais avant ça, il va falloir organiser toute l'infrastructure, c'est-à-dire pour repérer il faut des relais, il faut des relais, exactement. Et c'est des éléments qui sont un peu plus gros, par exemple, qu'on vient mettre sur les murs et qui vont tout simplement relayer l'information de la petite puce pour remonter cette information de localisation. Alors, on voit effectivement avec les exemples que vous avez cités tout l'intérêt que ça peut représenter dans certaines activités. C'est quoi la précision si vous dites à l'infirmière que son pouce-seringue est dans les 50 mètres autour du point, voilà. Ça ne va pas l'aider beaucoup? Non, la précision, en gros, c'est 5 mètres. Donc, ça va être une chambre, à peu près. Et nous, en fait, l'innovation qu'il y a chez Jyze et avec la solution GeoJyze, c'est qu'on va pouvoir pousser cette précision à 1,50 m en faisant différents calculs pour améliorer cette précision qui est au départ de 5 mètres. On parle beaucoup en ce moment de distanciation sociale. Est-ce que ce genre d'objet connecté, ça pourrait aussi servir pour les humains, savoir si on est à bonne distance? Alors, on va pouvoir suivre des personnes, ça c'est une possibilité. Malheureusement, on n'aura pas la précision nécessaire de voir 1 mètre, moins d'1 mètre. Là, on ne pourra pas descendre en dessous. Et en fait, ces objets, ils sont connectés et ils sont sur batterie. Et tout l'intérêt de la solution, c'est qu'en fait, ils sont très peu énergivores. Et donc, en fait, l'interaction sociale, on voudrait que ça soit vu très rapidement. Et donc là, nous, on ne pourra pas être aussi réactif que souhaité. Bon, j'essaie de vous ouvrir des perspectives en lien avec l'actualité. Tout à l'heure, avec notre lauréate, le projet DABA, la crise sanitaire avait boosté son projet, avec notamment le développement de la vente à emporter dans les restaurants. Est-ce que vous, la même dynamique? Non, ce n'est pas exactement la même dynamique. C'est vrai que dans l'industrie, la majorité des projets d'innovation autour de la géolocalisation, entre autres, sont reportés dû à la crise, sont reportés en 2021. Donc, on a énormément de projets prévus pour début 2021. Ça, on est très intéressés pour les faire. Et la crise nous a aussi orientés, justement, au départ on était plutôt industriel, mais la crise nous a orientés vers le côté médical, avec ces fameux pouces-seringues et ces infirmières qui, elles, sont plutôt, justement, travaillent dur. Et donc, si on peut optimiser leur temps de travail et leur recherche, on est prêt à les aider. Voilà, il y a peut-être
du monde soignant qui nous écoute sur cette émission et qui auront retenu l'idée. Vous êtes aujourd'hui à Grenoble, je crois, dans les locaux de la French Tech. Exactement, donc au Totem, ce qu'on appelle le Totem, donc dans les locaux de la French Tech. Eh ben, je vous invite à aller chercher un autre totem. Voilà. Derrière vous, c'est celui de lauréat des Inotrophées 2020. Il en reste 2, donc il faut prendre le bon. Voilà, c'est plus facile pour les derniers. Bravo en tout cas à Jaiz et à toute cette technologie autour des objets connectés. On va terminer avec le dernier lauréat de cette édition 2020, Antoine Poussard. Antoine, qui est restaurateur à Champs-Rousse, je crois que vous avez plusieurs établissements. C'est ça. Dans cette station. Et l'idée que vous développez, elle vient de votre constat d'entrepreneur et de restaurateur en station. C'est très difficile de recruter des saisonniers dans votre domaine. Oui, alors il faut savoir qu'en station, plus particulièrement tout ce qui est saisonnier, le problème du recrutement est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que ça fait 8 ans, nous, qu'on a 2 établissements sur Champs-Rousse. Et on s'est rendu compte qu'on a un problème de temps. En fait, quand on fait une saison, on a 4 à 6 mois pour payer les charges d'une année complète. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas perdre trop de temps à déposer des annonces sur des sites. À ce jour, par exemple, vous déposez une annonce sur Pôle emploi ou d'autres plateformes, vous mettez une annonce et pour un poste de serveur, par exemple, c'est du vécu, on peut recevoir jusqu'à 80 CV par jour. Donc vous imaginez bien qu'en pleine saison, on n'a pas le temps de traiter tous les CV un par un, sachant qu'on fait en moyenne entre 16 et 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc voilà, pendant 4 mois non-stop. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur de faire en sorte de faciliter le recrutement de saisonniers avec une barre de recherche inversée. Donc en gros, nous, l'innovation qu'on met en place avec Workingo, c'est la possibilité pour un restaurateur ou un commerçant en saison, il faut savoir qu'il y a plus d'1 million de saisonniers en France, c'est de chercher ce qu'il veut. C'est-à-dire, je cherche un barman de telle date à telle date pour tant de salaire. Et ça va aller chercher pile la personne que l'employeur a besoin à un instant T. C'est-à-dire qu'on accélère environ de 10 fois la vitesse de recrutement. Parce qu'à l'inscription, le saisonnier, donc en l'occurrence le candidat, va s'inscrire et dans l'onboarding du candidat, il va mettre toutes ces informations pour justement pouvoir matcher avec la recherche de l'employeur. Et donc, ce n'est pas les CV qui affluent en nombre auprès de l'employeur, c'est plutôt l'employeur qui va envoyer un signal et votre plateforme va lui permettre de lui trouver les candidats qui correspondent au profil. Après, il a toujours la possibilité de déposer des annonces. Nous, on a fait le pari de mettre le dépôt d'annonces en gratuit de façon illimitée. Voilà, le but, c'est vraiment que les employeurs puissent mettre des annonces, parce qu'à part Pôle emploi qui est public, mais on avait beaucoup de soucis au niveau des candidatures qui étaient envoyées. Par exemple, nous, on nous envoyait des jardiniers ou des électriciens pour un poste de barman. Donc, c'est vrai que ça ne colle pas trop. Donc, du coup, nous, on veut vraiment que ce soit dans les deux sens. Donc, ils aient la possibilité de mettre leur annonce, mais aussi que l'employeur, en période de rush, par exemple les vacances scolaires de Noël, bon là on ne sait pas si ça va se faire, à mon avis non, mais en gros pendant les vacances scolaires, la facilité de se dire, ok, j'ai besoin de quelqu'un en renfort, je cherche vite fait, je trouve la personne qui de l'autre côté cherche la même chose au final. Donc c'est vraiment le but, c'est d'accélérer la chose. Après pour le candidat, il y a aussi une autre chose qu'il faut savoir, c'est que les saisonniers traversent la France. Donc, il y en a qui viennent de Lille, il y en a qui viennent du Sud pour aller faire les saisons à droite, à gauche. Donc, ils n'ont pas de visibilité actuelle sur les établissements où ils désirent aller. C'est-à-dire que... Ils vont un peu à l'aveuglette. Voilà, c'est-à-dire on ne sait pas où on tombe. Donc, le but, c'était aussi de faire en sorte de donner envie aux employeurs de créer une page entreprise, un peu comme Welcome to the Jungle qui fait ça pour les startups, mais vraiment une page entreprise qui permette à l'employeur de mettre des photos de son établissement, que vraiment le saisonnier se projette et se dise « Ok, je vais travailler dans un truc cool ». Parce qu'il y a plusieurs profils. Il y a des profils qui veulent, par exemple, travailler dans un endroit, une petite brasserie sympa et être bien payé. Et il y en a qui préfèrent plutôt travailler dans un truc pas vraiment top, mais vraiment être payé... comment expliquer ? En gros, c'est vraiment le but, c'est que le saisonnier soit au centre du recrutement. Vraiment,
il y a trop de problèmes avec les salaires. Par exemple, nous, on force les employeurs à mettre le salaire en net. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des fois où on promet quelque chose en brut. Le candidat, en fait, il veut juste savoir ce qu'il a dans sa poche. Combien au final il aura. Voilà, c'est tout. Il ne veut pas savoir le brut, le machin, le truc, tout ça. Donc après, nous, on fait ce pari-là. Pour l'instant, on a plus de 150 employeurs qui jouent le jeu. On n'a pas eu de retour là-dessus. Et on a plus de 4000 candidats inscrits sur la plateforme. Donc, le but, c'était vraiment mi-août de lancer aux candidats en premier, et ensuite lancer aux employeurs pour que les employeurs arrivent et qu'ils aient la possibilité de chercher, qu'ils n'arrivent pas et qu'il n'y ait rien, quoi. Alors effectivement, la plateforme a été lancée cet été, donc vous n'avez pas encore le recul d'une saison. C'est vrai que celle qui s'annonce pour l'instant, elle est très compliquée pour ce secteur d'activité. C'est compliqué, oui et non. C'est compliqué, oui. Je pense surtout à tous les restaurateurs qui subissent en fait les décisions qui sont mondiales. Après, nous, de notre côté, il faut savoir qu'à partir du moment où là, on part sur une date du 20 janvier, si on maintient le cap, tout le monde va chercher en même temps. Les employeurs et les candidats, ils vont chercher en même temps. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment débiter des offres d'emploi assez rapidement et une réactivité aussi pour les employeurs de trouver quelqu'un rapidement. Il y a les vacances scolaires de février, je pense surtout, pour tout ce qui est station de ski. Donc le 20 janvier, on arrive, voilà, c'est 10 jours pour former quelqu'un, donc c'est à peu près ça. Donc vraiment, ça va être tout en même temps. Donc voilà, nous, la plateforme, elle peut absorber une grosse quantité de monde. Donc nous, on se prépare à ça et voilà. Eh ben, ça s'appelle Working Go. Ça vient de Champs-Rousse, des entrepreneurs champs-roussiens qui ont eu cette bonne idée dans une saison pas facile pour notamment les professionnels de la montagne. Alors pour vous redonner un peu le moral, je ne sais pas si vous l'avez perdu, j'espère pas, vous êtes jeune, oui. Antoine, mais je vous invite à aller chercher le dernier trophée. Peut-être me tromper. Là, il ne faut pas vous tromper. Ah, il est fort. Voilà, le coup de cœur de la catégorie Startup Service aux entreprises. On ne va pas parler du modèle économique. Vous êtes un chef d'entreprise. Comment on gagne de l'argent avec Working Go? Alors, pour les candidats, ça reste gratuit. Voilà. Nous, on veut privilégier le modèle freemium, donc avec, comme je vous disais, le dépôt d'annonces gratuit limité pour les employeurs. Et à partir du moment où ils veulent accéder à une barre de recherche inversée, donc qui leur permet de trouver le candidat idéal, là, on déclenche un abonnement qui va arriver. On est en train de monétiser la plateforme. Là, on est un peu en stand-by parce que notre but aussi, c'est pas d'écraser un peu plus les restaurateurs. Donc, on est là pour aussi faire un geste. Donc, on va voir comment on s'organise avec la crise actuelle. Eh ben, bon courage en tout cas pour cet hiver. Merci à tous les quatre avec vos trophées et surtout vos innovations que vous êtes venus nous présenter. Merci aussi aux autres lauréats qu'on a eus au cours de cette émission. La CCI, Ecobiz, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Thales et Grenoble-Alpes Métropole, notamment parmi la trentaine de partenaires qui ont permis à cette 11e édition du concours InnoTrophée d'exister, même si la forme était un peu différente de ce qu'on peut connaître habituellement en public. Mais bon, j'espère qu'on a pu, à travers cette émission, mettre en avant quand même les initiatives locales. Normalement, l'édition 2021 devrait se tenir comme les autres, pour ceux qui connaissent l'événement. Vous pouvez d'ailleurs guetter sur le site des InnoTrophées les infos qui ne tarderont pas pour ceux qui voudraient proposer une autre idée d'innovation pour 2021. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne continuation dans vos différents projets. Merci. Merci.